Bonjour à tous, nouvelle vidéo désormais. Alors je m'excuse d'avance puisque c'est une vidéo que je n'ai absolument pas préparée dans le sens où elle ne fait pas partie de mon agenda de vidéos à sortir. J'en ai pas mal d'ailleurs que je sortirai dans quelques semaines je pense. Mais là voilà une vidéo pas prévue, improvisée parce que j'en ai marre. Voilà, ça y est. Ça déborde. Donc je fais cette vidéo, ce podcast à travers de mon portable. Donc j'espère que la qualité du son sera tout de même assez bonne. Peut-être pas assez comparé aux vidéos précédentes, mais voilà, j'ai pas mon micro-cravate, j'ai rien avec moi, je ne suis pas chez moi. Donc vidéo pas prévue, que voilà, je m'organise un petit peu au travers également de mes émotions, et là franchement j'en ai marre quoi. J'en ai marre, ça déborde. Voilà. Je fais cette vidéo parce que j'ai besoin de me lâcher du lest parce que ça suffit quoi. Ça suffit. Mon très cher collègue podcasteur Laurent, aka Viande Tiède, disait d'ailleurs récemment dans une de ses vidéos que ça faisait énormément de bien, justement de lâcher du lest comme ça de temps en temps en vidéo, que ça fait énormément de bien, tant sur le plan moral que physique. Donc ça fait partie d'une des raisons pour lesquelles vous me trouverez dans cette vidéo inédite prévue. Voilà. Donc, je vais évidemment parler du conflit russo-ukrainien, sans filtre et sans langue de bois, comme d'habitude, parce que voilà, ça fait déjà plus de 12 ans, 2014, et il est temps de poser les vraies questions, parce que c'est insupportable. Tout d'abord, je me rends compte que plus je grandis, plus je mûris, plus je discute avec des gens, plus je débat, finalement. Eh ben, plus je me rends compte que la plupart des gens n'ont absolument aucun recul historique ou très peu. Voilà. C'est-à-dire que la compréhension, ou du moins leur compréhension des événements géopolitiques, historiques, même tout, même de leur propre vie, j'ai l'impression, se fait sur des périodes courtes, voire même très courtes, quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même, allez, on va dire, 2/3, je trouve, à peu près. On est à peu près aux alentours des 2/3 ou du 3/4 à peu près des gens que j'ai rencontrés, avec qui j'ai débattu, etc. qui, si je fais des statistiques par rapport à ça, ils n'ont pas 20 ans de réalité historique en tête, quoi. Enfin, leur mémoire se calcule en années légères, quoi, plutôt qu'en décennies. Et du coup, je me suis rendu compte que pour beaucoup, finalement, le conflit russo-ukrainien, il commence en février 2022, avec l'invasion russe à grande échelle. Enfin, pardon, c'est de la pure démagogie et de la paresse intellectuelle de penser ça, puisque tout a commencé en réalité bien avant. Et dire finalement que tout a commencé le 24 février 2022, c'est exactement comme prétendre que le conflit israélo-palestinien a commencé le 7 octobre, quoi. C'est de la démagogie pure, c'est de la paresse intellectuelle, et je supporte pas ça. Parce que pour celui ou celles et ceux qui s'intéressent réellement au sujet, le conflit a évidemment commencé en 2014. Et je trouve ça insupportable que quand je discute avec des gens, ils me disent « Ouais, mais qui a envahi qui c'est la faute de qui ?» Parce que eux prennent leur réalité historique à partir de 2022. Donc évidemment, pour eux, le grand méchant loup, c'est l'ours russe, mais c'est de la démagogie de choisir des faits historiques en fonction de la chronologie pour que ça tombe pile poil avec la théorie que tu veux appuyer. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Là, je remarque qu'il y a une russophobie accrue qui s'opère d'année en année, consciemment, et que je pense que beaucoup de personnes, pour faire fonctionner leur théorie russophobe, prennent justement cette date de 2022 pour que ça légitime leur théorie, que ça rentre dans les cases, quoi. Et ils occultent complètement 2014 et tout ce qui s'est passé avant parce que ça ne correspond pas avec les idées qu'ils veulent
qu'ils veulent mettre en avant, quoi. C'est comme un montage vidéo, quoi. Enfin, avec du montage, on peut faire ce qu'on veut. Donc avec des faits historiques, à partir du moment où tu prends une date qui correspond à ce que tu veux avancer, bah, tu peux faire tout et n'importe quoi, quoi. Donc non, pardon, le conflit n'a pas commencé en 2022, réveillez-vous. Ça a commencé en 2014, après le Maïdan à Kiev. Et je dis bien le Maïdan, consciemment, et pas la révolution Maïdan, parce que, pardon, ça n'est absolument pas une révolution. À quel moment Maïdan est une révolution ? Vous avez fumé la moquette. En plus, on nous sort que c'est une révolution propre, spontanée, et on essaie de nous le vendre comme si ça a été accepté un peu par tout le monde et pour tout le monde. Fumisterie. Fumisterie. Pourquoi fumisterie ? Parce que déjà, c'est pas une révolution, c'est un coup d'État. Deuxièmement, on nous dit que ça a été une révolution propre. Pardon, faut regarder le nombre de victimes qu'il y a eu sur les jours qui suivent la première réunion de tout le monde là sur cette place. Il y a eu des nombreux blessés, des morts, on a eu des snipers qui étaient sur les toits de la place et qui zigouillaient les types depuis comment dirais-je, depuis les balcons, etc. Enfin, très sincèrement, quand j'ai vu ces images-là des snipers qui étaient en train de tirer en haut des balcons, des toits, etc., sur certaines parties de la population avec des milices et tout ce que vous voulez, ça m'a fait penser véritablement aux tirs qu'il y avait à Belgrade pendant la Yougou. C'est-à-dire où c'était des comment dirais-je, des oligarques, etc., qui s'ennuyaient tellement qu'il y avait des milices qui leur offraient un safari. Donc tu pouvais techniquement aller à Belgrade et puis voir ces milices et dire bah voilà, je vous paye tant et puis on fait un safari. Et puis ils disaient bah ok, prenez les armes et puis ils se mettaient dans des balcons et puis tiraient sur les gens qui allaient au boulot le matin ou qui revenaient des courses, des machins. Et puis les riches oligarques qui s'ennuyaient, faisaient une espèce de chasse, comme s'ils allaient chasser le lion au Kenya. Ils tiraient sur les types, les familles, les trucs, pour leur pur plaisir en Serbie, à Belgrade, pendant la Yougou, quoi. Je trouve ça absolument sidérant, et il y a des vidéos qui nous le montrent, et puis non, on nous parle d'une révolution propre. Mais vous fumez la moquette, quoi. Même quand il y a des preuves devant vous, vous l'avez devant le pif, des vidéos qu'on peut pas truquer. Bah non, vous dites que c'est un truc propre, net, sans bavure. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il y a des preuves accablantes et vous arrivez quand même à dire que non, comme un gamin qui se fait prendre sur le vif en ayant fait une connerie, qui dit non, c'est pas moi. Donc vous avez fumé la moquette. Vous avez fumé la moquette. Et en plus, on sait aujourd'hui plus ou moins que ces snipers, ces tireurs qu'on a mis sur le dos de Yanukovych, etc., sont probablement... tu vois, c'est comme d'habitude, dès qu'il y a un truc qui se passe en 2014, il faut attendre 20 ans avant d'avoir la vérité. On est en train de découvrir que c'était probablement justement la police d'État. Alors il est beau hein, cet état que vous essayez de sans déconner. Moi j'en ai marre en fait, vraiment quoi. On nous parle de ce putain de pays corrompu là comme un futur pays de l'Union européenne, je ne sais quoi. C'est hallucinant quoi. Vous dites que c'est une révolution spontanée. Spontanée pas vraiment non plus hein. Et on va le savoir un petit peu après pourquoi. Et puis pour tout le monde, non, parce qu'il y avait des pro-Maïdan et anti-Maïdan. Il y a même eu des morts à cause de ça. Donc, révolution, non. Coup d'État, puisque Viktor Yanukovych, qui était le président qui avait été élu en 2010, a été débouté et a fui le pays d'ailleurs dans des conditions qui ressemblaient fortement à un renversement orchestré. Hein. On le sait aujourd'hui avec appui américain et européen massif. Je vais vous mettre l'audio là, c'est absolument incroyable, puisque tous ceux qui se souviennent de cette affaire, évidemment, se souviennent également de l'appel téléphonique qui a leaké entre Victoria Nuland, qui était la sous-secrétaire d'État américaine sous Obama, et l'ambassadeur Geoffrey Piat, où ils discutaient ouvertement au téléphone de qui devrait être
avant même les élections, hein, dans le futur gouvernement ukrainien. Donc ils étaient en train de jouer à risque en fait, hein, ou au jeu sur PC Civilisation. Donc avant même les élections, ils étaient en train déjà de se dire alors lui on va mettre ministre de machin, lui non, par contre lui il sera bien dans le gouvernement, etc. Et vous me dites que c'est une révolution propre? Pardon, moi j'appelle ça une interférence diplomatique directe et un coup d'État déguisé en révolution populaire. Hein. I think Yats is the guy who's got the economic experience, the governing experience. He's the guy, you know, what he needs is Cleach and Tony Book on the outside. He needs to be talking to them 4 times a week, you know. Et le problème dans cette histoire, c'est qu'à l'est du pays, dans le Donbass, on a une population, encore aujourd'hui, hein, majoritairement russophone, qui a refusé justement ce nouveau pouvoir dégueulasse du coup d'État issu d'un changement de régime soutenu par l'Occident, puisque cette population russophone du Donbass voulait garder sa langue russe, son identité culturelle, son autonomie régionale, être quelque part indépendant finalement, car ils ont senti le coup fourré quand ils ont vu Yanukovych, évidemment ce coup d'État, ils se sont dit ça va nous retomber dessus, bah évidemment que ça leur est retombé dessus, puisque le gouvernement de Kiev a répondu par une opération militaire, contre justement cette population qui voulait garder sa langue, son identité et son autonomie régionale. Voilà, donc on appelle ça la coercition, et donc ils ont été forcés à renier leur identité pour être dans le moule des autres Ukrainiens, quoi. Donc là, c'est le début de la guerre civile. Voilà. C'est comme si, un exemple à la con, hein. C'est comme si, je sais pas moi, les Alsaciens, par exemple, se sentaient plus allemands que français, et que les Français les forçaient, sous la menace de poursuites, de violences, tout ce que vous voulez, à parler français, etc. Et que finalement l'Allemagne, quelques années plus tard, intervenait pour arrêter justement les exactions. Et donc là, on crierait au scandale aussi international en oubliant complètement ce qui s'est passé avant. Je trouve ça absolument lunaire de mettre ça de côté, quoi. Enfin, on ne peut pas comprendre 2022 si on comprend pas 2014. Si on s'arrête à 2022, on comprend rien de ce qui s'est passé avant. Et dans ce cas-là, oui, c'est tout simplement de la malhonnêteté intellectuelle, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, dès le printemps 2014, on a ce nouveau pouvoir qui est à Kiev, et donc il commence à imposer la langue et l'identité ukrainienne de façon très dure dans les régions russophones, puisqu'on a des lois qui ont été adoptées pour restreindre l'usage du russe dans l'administration, mais aussi dans l'éducation et les médias. Et donc entre 2017 et 2019, il y a eu d'autres textes qui ont encore durci ces mesures et qui rendaient finalement petit à petit l'ukrainien obligatoire dans de nombreux domaines de la vie publique. Et donc forcément pour beaucoup de russophones du Donbass, c'est une forme, c'est même pas une forme, c'est de base une ukrainisation forcée et une négation de leur identité. Et donc, il s'est passé des choses dramatiques à partir de ce moment-là. Je vais vous citer un exemple concret que j'ai en tête, et un moment terrible qui m'est resté dans la tête, parce que pour bien illustrer et montrer l'ambiance de l'époque, ça s'est passé le 2 mai, je crois, d'ailleurs, c'était il y a 12 ans, là. Ils ont fêté les 12 ans il n'y a pas très longtemps. Le 2 mai 2014, donc à Odessa, il y a eu des affrontements extrêmement violents qui ont tout simplement opposé tout simplement les pro-Maïdan avec des groupes d'extrême droite à des anti-Maïdan et pro-fédéralistes, tout simplement. Et pourquoi vous parlez justement de cette histoire du 2 mai 2014 ? Eh bien tout simplement puisqu'il s'est passé quelque chose de dramatique dans le bâtiment de la Chambre des syndicats, puisque ce bâtiment de la Chambre des syndicats a été incendié avec des anti-Maïdan dedans. 48 morts au total, dont la grande majorité étaient évidemment des victimes des anti-Maïdan qui ont été asphyxiés par les fumées, certains brûlés vifs ou morts d'ailleurs en sautant par les fenêtres pour échapper aux flammes, et malheureusement pour certains qui avaient réussi à survivre à la fumée, aux flammes, et à la chute de la fenêtre, ils ont été molestés par les types pro-Maïdan qui étaient en bas à les attendre, quoi. Et donc on a clairement des vidéos qui montrent justement des types qui balancent des cocktails Molotov contre le bâtiment, et puis des forces de l'ordre à côté, ça le pire, quoi, qui étaient à côté, qui n'ont rien fait pour protéger les personnes à l'intérieur. Il y a eu une enquête évidemment qui a été menée derrière, mais une enquête
ukrainienne. Donc autant vous dire que l'enquête n'a quasiment rien donné pendant des années. D'ailleurs, il n'y a aucune condamnation majeure pour cet incendie ou même l'empêchement des secours. Tout est normal, tout va bien. Voilà. Parce que tout le monde s'en fout, justement, des gens qui sont dans le Donbass. Et c'est ça le problème. Et donc, pour beaucoup, dans l'est de l'Ukraine et dans le Donbass, pour de nombreux russophones, c'était le signal clair, finalement, que le nouveau régime à Kiev, issu du coup d'État contre Yanukovych, était prêt à tout contre ceux qui s'opposaient à lui. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte, on l'a dans le derche. Donc, ça a été justement cette histoire du champ de syndicat, l'événement qui a été l'un des déclencheurs majeurs de la révolte armée dans Donetsk et Lugansk, enfin du moins dans la République de Donetsk et République de Lugansk. On a d'ailleurs Amnesty International et l'ONU, si je me rappelle bien, qui ont documenté des exactions dès le début, en 2014, avec des violences inouïes contre les russophones et les opposants, qui ont été minimisées d'ailleurs, ou même justifiées d'ailleurs à l'époque. C'était justifié à l'époque par une grande partie des médias occidentaux. Je vois pas à quel moment on peut justifier ça, mais enfin, ça a été justifié et largement minimisé, parce qu'on en a parlé à partir de 2022, et encore quand c'est l'autre côté. Mais quand c'est l'Ukraine qui tabasse... Non, il n'y a rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir. Je trouve ça hallucinant comme vision des choses. Bon. Et donc, à ce moment-là, nous avons cette fameuse guerre civile qui va perdurer donc de 2014 jusqu'à 2022. Et donc, entre 2014 et février 2022, il y a eu quand même 14 000 morts dans le Donbass, dont évidemment plusieurs milliers de civils qui ont été tués par des tirs d'artillerie lourde, tout simplement. Des bombardements réguliers sur des zones résidentielles à Donetsk, Luhansk, il y avait également ça à Orlivka, et puis un petit peu partout dans le Donbass d'ailleurs. Et puis des rapports, je m'en souviens, d'Amnesty International qui disaient même, qui montraient que les forces ukrainiennes plaçaient même des positions militaires dans des zones civiles, voilà, exposant finalement volontairement les populations locales. J'en avais rien à secouer. Et pour calmer justement tout ça, parce qu'ils se sont bien rendus compte, le gouvernement ukrainien, que c'était pas si facile que ça non plus d'endoctriner et d'utiliser de la coercition face à cette population russophone qui pour la plupart sont devenus séparatistes. Il y a des accords qui ont été proposés, donc les accords de Minsk 1 en 2014 et Minsk 2 en 2015, qui prévoyaient justement une autonomie spéciale pour le Donbass, avec des élections locales, un statut particulier. Sauf que, problème, l'Ukraine n'en a jamais rien à foutre, et puis l'Ukraine n'a jamais appliqué pleinement ces accords. Voilà. Le gouvernement de Kiev a toujours refusé. Donc, nouvelle escalade, puisque entre-temps, les séparatistes ont eu le soutien important, évidemment, des Russes, et ont réussi à tenir le terrain pendant 8 ans. Je vous laisse imaginer des gens globalement civils qui ont tenu 8 ans le terrain. En face, côté ukrainien, c'était pas des civils, c'était des milices et puis des militaires, quoi. Donc on a des types qui du jour au lendemain étaient peut-être boulangers, qui ont pris les armes et qui ont protégé leur territoire, quoi, face à une répression armée d'État. Et ça a duré 8 ans, quoi. Malgré, en plus, les sanctions économiques, malgré les bombardements constants, les blocus, 8 ans d'insurrection et de résistance, vous imaginez ? Et personne n'en a parlé. En Occident, on nous parle de ça que depuis 2022. Où étiez-vous tous, journaux et blogueurs et que sais-je, quand ces indépendantistes se sont battus pendant 8 ans contre la coercition de cet État corrompu, nulle part, quoi. Je trouve ça hallucinant. Et personne n'en parle. Même encore aujourd'hui, quoi. C'est ça qui est fou. Et quand j'entends aujourd'hui des Slava Ukraini depuis 2022, là, putain, mais vous étiez où ? Où étaient ces indignations occidentales, les marches Slava Donbass ? Où sont les reportages sur les civils qui ont été tués par l'artillerie ukrainienne pendant 8 ans ? Vous étiez où ? Parce que ces gens-là, finalement, ils vous intéressent pas parce qu'ils sont pas dans le bon camp idéologique de votre agenda pourri, quoi.
C'est juste ça. Ils en ont rien à foutre parce que ils font pas partie de la je sais pas comment dire, de leur agenda, quoi. Ils sont pas dans leur matrice, quoi. Donc ils s'en foutent, quoi. L'Occident a clairement fermé les yeux, uniquement d'ailleurs, puisque cette guerre civile allait finalement en même temps affaiblir la Russie et à pousser son agenda machin. Donc en fait, quitte à voir des civils crever, indépendantistes machin, ils en ont rien à foutre tant que c'est pas des civils qui servent l'Occident, et surtout si en plus ça peut affaiblir la Russie, alors là c'est encore mieux, on n'a plus rien à branler, quoi. C'est un peu comme les musulmans. Oui, dans plein de pays, les musulmans sont montrés du doigt, machin, les musulmans, machin, tac tac. Par contre, quand ces musulmans ont des problèmes avec la Chine, puisqu'on peut pas blairer la Chine, là par contre ils deviennent intéressants. Là on parle des Ouïghours. Tu vois, c'est des musulmans, mais les Ouïghours, y a un problème avec la Chine, donc tu vois, il y a une espèce de mélange, un truc. On n'aime ni la Chine ni les musulmans, mais comme on aime vraiment pas la Chine. Hein. Ouais, les Ouïghours, ils ramassent, quoi. Alors que le reste des musulmans en ramassent plein la gueule, quoi. Donc c'est toujours ces deux poids, deux mesures. On est pour l'un parce qu'il fait chier l'ennemi qui est encore au-dessus. C'est exécrable. C'est exécrable comme façon de penser. Moi, personnellement, ça me donne envie de vomir. Hein. C'est pour ça que j'ai un ras-le-bol total de tout ça, là. Et j'en parle là. Et évidemment, je suis d'accord plus ou moins avec Laurent, là. Ça commence à faire un peu du bien, là. Mais j'ai pas fini, parce que s'il y avait que ça encore. Non. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ensuite après, dès qu'il y a eu le début de cette guerre civile, et puis l'OTAN qui arrive, les Américains, puis cette fameuse marche, la grande marche, tu sais, des comment ils appellent ça, il y avait ça avait un nom, marche des diplomates. Wow. On avait BHL d'ailleurs qui était là. D'ailleurs, si vous voyez BHL dans un pays où c'est pas net, c'est que il y a de la corruption. Enfin, l'indicateur, il y a quand même BHL qui est un grand indicateur de corruption dans le pays. S'il n'y a pas BHL, c'est que le pays se porte très bien, quoi. C'est un peu comme une araignée. Si tu vois une araignée chez toi, c'est que la maison est saine, tu vois. Là, c'est le contraire. Tu vois BHL dans un pays, tu dis, ça pue l'entourloupe. Et donc, évidemment, dans ce pays, la corruption, évidemment, est au centre de tout. Et c'est pour cette raison que la guerre perdure. C'est la corruption qui explique pourquoi cette guerre dure encore. Exemple numéro 1, très concret, Hunter Biden et l'affaire Burisma. Évidemment, le nom de Biden ne vous est pas inconnu, hein, puisqu'en 2014, son père, donc le père d'Hunter Biden, Joe Biden, était vice-président des États-Unis sous Obama et responsable également de la politique américaine envers l'Ukraine. Et donc, il a foutu son fils Hunter Biden au conseil d'administration de Burisma. Voilà. Bah oui, c'est ça la corruption, hein. Monopole partout, tu mets ton fils là, la meuf là, voilà, emploi fictif, voilà. Et donc Burisma, c'est quoi ? C'est la compagnie gazière de l'oligarque Mykola Zlochevsky, qui était déjà visée par des enquêtes pour corruption, et Hunter Biden a touché jusqu'à $50,000 par mois tout de même au travers de corruption, soit à peu près $1 million par an avec son associé. Donc là, c'est juste pour Burisma et pour Hunter Biden. Je vous laisse deviner combien il y a d'Hunter Biden en Ukraine. À peu près au même tarif. Hein. Et donc, évidemment, pendant qu'il y avait cette enquête pour corruption, Joe Biden, a fait pression, publiquement et en privé, au travers de l'Ukraine, pour que l'Ukraine renvoie le procureur général Viktor Shokin, qui enquêtait justement sur Burisma. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Shokin a été limogé en 2016, donc il n'y a pas eu d'enquête. Et donc Joe Biden, quand il était encore vice-président, s'est même vanté dans une conférence filmée, il l'a dit, il faudrait que je vous montre la vidéo, je la retrouve, je la mettrai, il a dit qu'il avait menacé de bloquer $1 milliard d'aide américaine si Shokin n'était pas viré dans les 6 heures. Et donc ils ont viré Shokin, pour pas qu'il y ait d'enquête, et pour qu'ils aient le $1 milliard d'aide. Si ça s'appelle pas du trafic d'influence, je sais pas ce que c'est, quoi. Et donc c'est ce fameux pays que vous dites tous les jours, Slava Ukraini. Vous êtes des grands malades.
L'Ukraine était et est et reste un terrain de jeu pour toutes ces élites occidentales, leurs enfants, leurs femmes, l'oncle, la famille, j'en passe. Tout le monde se sert finalement, c'est la kermesse. Et donc on a des dizaines de milliards d'aides qui ont coulé depuis 2014 et qui ont explosé en plus après 2022. Et une grande partie d'ailleurs a servi finalement à entretenir tous ces réseaux de corruption au plus haut niveau, parce que tant qu'à faire, autant y aller nos limites. Mais c'était pas tout, parce que ça, c'est justement corruption d'argent au travers de sociétés opaques, machin. Il n'y a pas que ça. Mais non, parce qu'il y a les armes et l'argent fournis par l'Occident. Oh, et oui. Parce que s'il y avait que l'argent des politiciens américains ou européens, bon. Mais non, puisqu'il y a des dizaines de milliards de dollars et d'euros en aide militaire directe et financière envoyée depuis l'Occident, depuis 2022. Voilà, ça fait 4 ans que ça dure cette histoire. Et une grande partie, on l'a su d'ailleurs récemment dans pas mal d'articles de journaux, une grande partie de cet argent, de nombreuses armes ont tout simplement disparu. Voilà. On n'a plus aucune trace de cet argent ni de ces armes, on ne sait pas où c'est parti. Voilà. Alors disparu, c'est un grand mot. Hein. Ils disent disparu, il ne peut pas dire détourné, quoi. Voilà. Encore une fois, il y a cette manipulation dans le sens du vocabulaire. Ils ont disparu. Parce que disparu, ça voudrait dire on a perdu la trace, mais c'est pas de leur faute, quoi. Tiens, c'est vraiment perdu. Tiens, c'est la faute de personne, c'est perdu. Alors que détourner, ça a quand même un sens où c'est sous le carpet, quoi. Ça a été machiavélique, quoi. Donc ils préfèrent disparu à détourner. Moi, je préfère détourner. Voilà, on est plus dans la réalité quand même. On a par exemple j'ai vu dernièrement là, des rapports du Department of Defense américain là, accompagné d'inspecteurs généraux, des enquêtes européennes visiblement indépendantes, qui ont justement reconnu qu'il y avait des problèmes majeurs de traçabilité et de contrôle. Tiens donc. Ah bon. C'est marrant, moi je me serais pas mis ça en tête, tu vois, genre je sais pas, financer un gouvernement corrompu, ouais, c'est bizarre, il y a de la corruption, dis donc, tu vois. Merde. Putain, on leur a envoyé des armes, ils ont vendu les armes. Ah, je pensais pas. Tu vois, je tombe un peu des nues. Faut vraiment être con. Mais je pense qu'ils le savaient, ils en ont juste simplement rien à foutre, puisque, comme disait François Hollande, c'est pas cher, c'est l'État qui paye. Donc, on nage en plein délire, Donc, on a parmi les armes qui ont été fournies, on parle pas uniquement du petit calibre, hein. On n'est pas sur des armes de chasse, hein. On est sur du missile Javelin, des missiles Stinger, des lance-roquettes, des obus d'artillerie, des systèmes plus lourds. Voilà. Apparemment, ils ont même perdu des chars. Alors, vu la taille des chars et tout ce que vous voulez, je sais pas comment on peut perdre un char. Enfin, bon, c'est encore autre chose. Mais ça me fait penser un peu à l'hélice, soi-disant, du Charles de Gaulle, là, qu'ils ont paumé. Vous voyez la taille du Charles de Gaulle, vous voyez les tailles des hélices. Moi, je serais curieux de savoir comment on peut perdre une hélice de je ne sais combien de... Il me semble que l'hélice, elle va faire genre 300 mètres ou un truc comme ça. Comment tu peux perdre 300 mètres d'hélice, quoi? On te prend vraiment pour des cons, vraiment à un niveau... Et non, c'est normal. Les gens disent, ah bon, tiens. Et ils continuent encore, malgré tout ça, malgré tout ce que je viens de dire, on entend encore des Slavo-Ukrainiens, quoi. Il vous faut quoi, en fait? Sans déconner. Et en plus, on a retrouvé, pour certains, de ces armes qui ont disparu, qui ont été retrouvées sur des marchés noirs en Europe de l'Est, dans les Balkans, on l'a retrouvé en Pologne, en Slovaquie, ou même au Moyen-Orient, et ça a été revendu dans des groupes armés d'autres conflits. Voilà. Il y a même des soldats ukrainiens qui ont été arrêtés et filmés en train de vendre du matériel fourni par l'OTAN. Il vous faut quoi, sans déconner? Et là, je vous parle juste sur le plan militaire, etc., mais au sein même... Bon, moi, ça me choque pas, parce que je suis libertarien, mais au sein même du ministère ukrainien de la Défense, il y a des scandales qui ont éclaté à répétition dernièrement. Là, on a eu comment on appelle ça, des surfacturations massives sur les achats de nourriture, sur les équipements, sur du carburant, sur les pièces détachées, et évidemment, tout ça financé par l'aide occidentale, quoi. Et donc en 2023, par exemple, il y a des enquêtes qui ont déjà révélé, il y a 3 ans, hein, que certains contrats étaient payés à des prix jusqu'à 3 fois supérieurs au prix du marché. Il y a même des responsables qui ont été arrêtés pour des détournements de fonds d'aide, comme ça. Mais on continue à en envoyer des milliards et des milliards, allons-y, c'est la porte ouverte.
C'est absolument hallucinant. Et là encore, c'est lié aux armes, machin, donc il y a quand même une forme de traçabilité. Là où il n'y a aucune traçabilité, c'est sur l'argent qui est directement envoyé au budget de l'État ukrainien. Là, c'est encore beaucoup plus difficile à tracer, parce que c'est ce qu'ils font, hein. Ils financent directement de temps en temps le budget de l'État ukrainien, et évidemment, ça se perd dans tout un système corrompu au plus haut niveau, et des oligarques et j'en passe, et des réseaux qui profitent finalement de la situation. Et on savait déjà, avant le conflit prenne de l'ampleur, avant que le conflit prenne de l'ampleur avec l'arrivée des forces russes, l'Ukraine était déjà, avant 2022, une plaque tournante pour tous les trafics en tout genre, quoi. Trafic d'armes, trafic d'êtres humains, trafic de drogue, et avec des réseaux mafieux oligarchiques, d'ailleurs tolérés et même utilisés et mis en place par des acteurs occidentaux. Faut pas l'oublier, ça non plus. C'est hallucinant, quoi. Et récemment, il y a eu pas mal de ces types de Slava Ukraini, machin, là, qui s'offusquaient que des enfants aient été emmenés par des forces russes en Russie. Les forces russes ont dit, nous emmenons les enfants du Donbass, etc., dans des zones sécurisées, pour justement les protéger de ces réseaux oligarchiques pourris, et t'as encore les Slavo-Ukrainiens qui disent c'est intolérable qu'ils aient pris les gosses, sachant que l'affaire Epstein est sortie quand ça a duré 30 ans, mais les documents sont sortis début mars. C'est pour ça que je vous dis que ces types n'ont aucune conscience historique, chronologique. Ils ont déjà oublié Epstein alors que c'était au mois de mars. Vous préférez quoi ? Sachant que l'Ukraine est une plaque tournante dans le trafic d'êtres humains et la prostitution. Vous préférez quoi pour ces gamins qui finissent par être enlevés et emmenés dans le Zoro Ranch et sur l'île de Little St. James pour faire partie des parties fines avec des oligarques? C'est ça que vous voulez pour ces gamins, sachant qu'on sait pertinemment que c'est une plaque tournante du trafic d'êtres humains? Vous êtes des malades. Et ce qui est vraiment problématique là-dedans, c'est que tant que cette guerre dure, tous ces flux d'argent vont perdurer, tous ces flux d'armes vont perdurer, toute cette corruption va perdurer, et c'est seulement la paix, en réalité, qui mettra fin à la fête et fera tout éclater au grand jour. Et donc c'est pour ça que certains n'ont absolument aucun intérêt à ce que le conflit s'arrête vraiment. Il n'est pas question de Poutine, là, hein, dans ce que je raconte là. C'est-à-dire que ceux qui sont corrompus au travers des élites, des élites, je sais pas si on peut appeler ça des élites, mais des élites françaises, otanesques, de certaines corruptions émanant d'entreprises monopolistiques, semi-privées, magouilles, tout ce que vous voulez, tout ce qui s'apparente à la mafia également, trafic d'armes, d'êtres humains, drogue, tout ce que vous voulez. Tous ces types-là ne veulent pas que la guerre s'arrête parce qu'ils s'en mettent plein les poches. Plein les poches. Et donc c'est pour cette raison que beaucoup d'occidentaux, d'hommes politiques, de mafieux, de tout ce que vous voulez, n'ont aucun intérêt à ce que le conflit s'arrête vraiment. Donc c'est pour ça qu'il y a une escalade toujours russophobe, et il va débarquer, il va arriver, regardez le méchant ours, il va débarquer, machin. Mais tout est fait exprès pour faire perdurer la peur et perdurer, encore une fois, tous ces scandales, et pour que la guerre perdure, pour s'en mettre plein les poches. C'est tout, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a rien d'autre. C'est que des intérêts, du pognon, tout ce que vous voulez. Il n'y a que ça. Comme dans toutes les autres guerres qu'il y a eu à l'époque. Il n'y a rien de nouveau dans ce que je vous raconte. Hein. Ça a toujours été ça, rien d'autre. Que des intérêts. Que des intérêts. Et ça, je vous parlais déjà de faits qui se sont passés ces derniers temps, mais surtout 2023, etc. Mais c'est pas que du passé, même cette année. On a le Bureau national anticorruption ukrainien, le NABU, en 2026, cette année. Hein, et on est encore qu'au mois de juin, on n'est qu'à la moitié de l'année. Et donc on a le procureur spécialisé qui ont accusé justement des proches du cercle de Zelensky, dont l'ancien chef de cabinet Andriy Yermak. On a l'ancien vice-premier ministre Oleksiy Tchernyshov et l'homme d'affaires Timur Mindish d'avoir blanchi 10 millions de dollars. Alors, vous savez combien ça représente en hryvnias 10 millions de dollars, 460 millions de hryvnias. La monnaie de là-bas. Et vous savez où sont partis ces 10 millions ? Dans la construction d'un complexe résidentiel de luxe près de Kiev. 4 villas, 1000 mètres carrés chacune, construites en 4 ans. C'est pour qui ces villas-là ? C'est hallucinant.
C'est hallucinant. Et le tout lié à une autre enquête, sur 100 millions de dollars de corruption détournés, etc., au travers de l'entreprise qui s'appelle Energoatom, qui est la compagnie nucléaire d'État. Voilà. Ah, et il est beau, votre magnifique pays slavo-ukrainien. On a des milliards qui arrivent d'Occident pour soutenir l'Ukraine contre la Russie, et les élites du pouvoir qui continuent de s'enrichir avec des maisons de luxe, pendant que les soldats et les civils meurent tous les jours au front. Voilà, c'est ce système que je décris depuis le début. On a là aussi pas mal de manipulations, évidemment, sinon c'est pas drôle, parce qu'il y a eu pas mal, soi-disant, de drones russes qui se seraient abattus sur des pays membres de l'OTAN. Voilà, c'est pour cette raison que je vous parle justement de cette escalade voulue pour que la guerre perdure. Ils font tout, au travers même, comme ce qui a été fait déjà depuis plusieurs années, des attaques sous fausse bannière pour accuser l'autre, pour avoir une légitimité de l'attaquer. C'est ce qui se passe depuis des milliers d'années. C'est toujours comme ça. Et donc là, ces exemples récents et concrets de manipulation médiatique, il y en a eu en mars et en mai 2026 notamment, où on nous a dit qu'il y avait plusieurs drones qui avaient pénétré l'espace aérien, au début estonien et letton. Dès le départ, on a dit, c'est les Russes, ils arrivent, ils débarquent. Pas d'enquête, rien, c'est hop, tout de suite, les Russes. Finalement, après enquête, il s'est avéré, que ces drones étaient identifiés comme ukrainiens. Voilà. Et c'est les autorités baltes, après enquête, qui le disent elles-mêmes. Et c'est pas juste passé. C'est-à-dire qu'il y a un drone qui a touché une cheminée d'une centrale électrique en Estonie. Je vous laisse imaginer, s'il n'y avait pas eu d'enquête, ce qui aurait pu se passer en accusant quelqu'un d'avoir fait ce truc-là, alors qu'il ne l'a pas fait. Ça entraîne évidemment des complications énormes en termes géopolitiques. Heureusement qu'il y a eu enquête. Parce que là, si cette cheminée de la centrale électrique en Estonie avait été touchée par un vrai drone russe, d'une volonté russe, ce serait pas une limonade, quoi. Et il était ukrainien. Voilà. On a un autre, d'ailleurs, drone ukrainien qui a été abattu par un F-16 roumain au-dessus de l'Estonie. Et en parlant de Roumanie, il y a eu récemment, encore une fois, un drone qui est tombé, enfin même plusieurs drones qui sont tombés en Roumanie. Même chose. Première chose à faire avant enquête, on dit que c'est les Russes. Problème, après enquête, on s'est avéré que c'était des drones ukrainiens qui étaient en Roumanie. Voilà. Avec l'excuse du perdu à cause du brouillage électronique russe. Voilà. Donc, pour une grande partie des médias occidentaux, il faut d'abord marteler avec certitude, sans enquête, la Russie attaque l'OTAN. Et après, dès qu'il y a une enquête, on s'est trompé, mais on passe vite fait à autre chose. Voilà. Et c'est ce qui se passe à chaque fois. Parce que je me souviens encore une fois d'un petit post qu'il y avait sur Facebook, je crois que c'était à vous, sur France 5, qui disait « Mais à quoi joue Vladimir Poutine ?» À rien, justement, parce que c'est pas lui. Ça, c'est quand même hallucinant. Je trouve ça hallucinant de partager des faits, qui n'en sont pas, mais de partager des idées comme des faits, sans enquête. Dans un complexe comme ça, militaro, où il y a déjà une guerre et où on peut partir dans une guerre à tout moment, et les mecs s'en foutent, quoi. Ils te balancent des certitudes sans enquête, quoi. C'est dramatique, quoi. C'est dramatique. Et tout est bon pour diaboliser, créer la peur, et en créant la peur, justement, justifier encore plus d'armes, plus d'argent, plus d'escalade, parce que la guerre prolongée, c'est le business pour beaucoup d'acteurs. Et donc tu fais peur à la population, tu dis il faut qu'on donne encore plus de fric, parce que sinon on va être dans la merde. Ah oui, d'accord. Mais les gens sont cons, pardonnez-moi, mais les gens sont cons. Les gens sont cons. Et pendant que tout ça, ça se passe là, qu'est-ce qui se passe en France ? On pourchasse une journaliste qui s'appelle Ksenia Fedorova sur CNews parce qu'elle ose avoir un discours différent sur la Russie. Voilà. Et donc, on fait des campagnes contre elle, on veut l'interdire, on veut lui déchoir de sa nationalité, on en est là, et la faire dégager du pays et la considérer comme une... Vous terminez ma phrase. Je vous laisse terminer ma phrase avec les mots que vous voulez.
C'est alors comme dans le même moment, la ville de Paris peut brûler à feu et à sang quand le PSG gagne un match avec des voitures brûlées, des statues, on casse des statues, on casse tout. Il y a pas de problème, pas de problème. Pas de problème, il n'y a pas de souci. On a de plus en plus, là, dernièrement, des gamins, la petite gamine, là, qui est morte à cause d'un criminel dangereux qui a été laissé en liberté à cause des failles du système judiciaire, voilà. Mais le problème, c'est Ksenia Fedorova, sur CNews, qui a un discours différent que ce que veut promulguer la doxa. Voilà, c'est elle le danger, c'est les Russes. Pardon, qui crame Paris quand le PSG gagne? Pas les Russes. Qui c'est qui bute des gamins? C'est pas les Russes. Qui sont les membres de ce système judiciaire français pourri? C'est pas les Russes. C'est pas les Russes. Et surtout, je sais pas si vous avez vu dernièrement, autre drôlerie. Bon, déjà, j'ai un avis assez exécrable sur le 14 juillet et sur tout le cérémonial religieux autour. Oh là là, la sainte prise de la Bastille. Voilà. Là, cette année, ils vont faire défiler des Mirage 2000 aux couleurs de l'Ukraine. Voilà. Pilotés avec un binôme franco-ukrainien. Avec, évidemment, l'argent du contribuable français, sinon, c'est pas drôle, voilà. Donc on nage en plein délire, voilà. Leur priorité, c'est Ksenia Fedorova et la chasse aux Russes, voilà. Après, Paris brûle-t-il, et puis des gamins qui se font assassiner par des dangereux criminels à cause des défaillances judiciaires, c'est pas grave. On met ça de côté, allez, tac, ah, hop, hop, qu'est-ce qui se passe, là? Il y a un Russe qui traîne, là. C'est absolument aberrant, quoi. C'est pour ça, moi, qui est, contrairement à 3/4 des personnes avec qui je discute et je débat, j'ai une certaine forme de lucidité et surtout une chronologie, une connaissance historique qui me permet d'aller au-delà de quelques années de conscience historique. Moi, pardon, je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec la Yougo. Voilà. Ça me rappelle exactement la Yougoslavie des années 90, quoi. Pendant cette période, les médias occidentaux nous ont répété pendant des années que les Serbes étaient les méchants de l'histoire, les seuls à commettre des atrocités, je sais pas quoi. Hein. En réalité, bon, il y a eu des crimes des deux côtés, mais quand on regarde l'opération Tempête en 95, c'est l'armée croate qui a chassé 200 000 Serbes de la Krajina. Et ces 200 000 Serbes, ça ressemble quand même fortement à un nettoyage ethnique. Donc, de quoi on parle, sérieux? Kosovo, pareil. En 2010, il y a le rapport Marty du Conseil de l'Europe qui a documenté des cas d'extraction d'organes sur des prisonniers serbes et d'autres par des milices kosovares de l'UCK, dans les fameuses maisons jaunes en Albanie du Nord, là. Et qui gérait justement ce territoire administratif kosovar où se passaient ces atrocités? Bernard Kouchner, Médecins sans frontières, administrateur de l'ONU au Kosovo, voilà, qui nie évidemment les allégations, mais il y a quand même des rapports officiels qui l'ont confirmé plus tard. Donc, ce que je me rends compte aujourd'hui, avec ce parallèle entre la guerre de Yougo et ce qui se passe aujourd'hui, conflit russo-ukrainien, les Russes et les habitants du Donbass jouent finalement le rôle des Serbes d'hier. Ce sont les Serbes d'hier. Et moi, je vous le dis vraiment avec conviction, dans 20 ans, quand les archives vont s'ouvrir vraiment et que les intérêts géopolitiques auront évolué, on découvrira que les Ukrainiens n'étaient pas les gentils innocents de l'histoire, comme on essaie de nous faire croire, mais bien que l'OTAN, l'Union européenne et compagnie, etc., étaient derrière les bourreaux. Voilà, exactement de la même manière que ce qui s'est passé il y a 30 ans dans les Balkans. L'histoire se répète et pour moi c'est parallèle avec la Yougo. Voilà. Les Serbes sont les Russes, enfin les Russes et les séparatistes du Donbass sont les Serbes d'hier. On leur fout tout à la gueule. Il y a un État corrompu au plus haut point avec du commerce justement nauséeux, de trafic d'êtres humains, exactement comme il s'est passé au Kosovo, en Albanie du Nord, dans les maisons jaunes, etc., avec des organes, ce que vous voulez. Il se passe exactement la même chose en Ukraine. C'est exactement pareil. C'est exactement pareil.
Et donc voilà pourquoi j'en ai ma claque en fait après 12 ans de slogan Slava Ukraini qui sonne encore aussi fort pour certains parce que tout simplement ils évitent de se poser les vraies questions. Voilà. Ils prennent le conflit à partir de 2022 au lieu de le prendre sur 2014, donc ils mettent de côté le coup d'État contre Yanukovych, ils mettent de côté la répression linguistique et culturelle, ils mettent de côté les 8 ans de souffrance des civils du Donbass, ils mettent de côté la corruption généralisée, ils mettent de côté les armes, ils mettent de côté l'argent qui disparaît, ils mettent de côté les intérêts géopolitiques et financiers qui profitent de cette guerre et qui n'en finit pas. Moi, j'en ai marre, voilà. Je le dis, ça me saoule, voilà. La paix n'arrange pas tout le monde et la guerre permet de continuer à balancer des milliards sans vrai contrôle, de cacher les magouilles, de maintenir un narratif simple et binaire. Nous les gentils, eux les méchants. Mais les gens sont cons, voilà, ce sont des abrutis et ils se font prendre à la baguette par cette simplicité de narratif binaire de les gentils vs les méchants, quoi. Systématiquement, ils se font baiser parce que ce sont des abrutis, voilà, c'est tout. Les Ukrainiens sont gentils, les Russes sont méchants et ça s'arrête là. Voilà, le discours ne va pas au-delà, quoi. Ça ne va pas au-delà. Et je trouve ça exaspérant. Donc, s'il vous plaît, réfléchissez par vous-même, regardez les sources primaires, les rapports de l'OSCE, de l'ONU sur le Donbass, regardez vous-même les enquêtes sur le NLBU ukrainien de 2026, sur les timelines qui ont été documentées sur l'affaire Burisma et le fils de Biden. Vous trouvez plein de vidéos là-dessus, sur des corruptions, des témoignages sur Odessa, sur la chambre justement des syndicats qui a brûlé. Regardez les rapports du Department of Defense américain sur la traçabilité de l'aide. Arrêtez s'il vous plaît et ne vous contentez pas de résumés ou de slogans de médias mainstream qui vous racontent n'importe quoi, parce qu'à longueur de journée j'entends propagande pro-russe, propagande pro-russe. Mais vous vous dites pas à un moment donné que s'il y a de la propagande pro-russe, il peut y avoir la propagande ukrainienne et la propagande française. Votre propagande elle va que dans un sens, quoi. Mais vous êtes d'une débilité crasse, quoi. C'est-à-dire que pour moi, ces gens-là, je commence tellement à en avoir marre, donc je vais le dire très honnêtement, ce sont des déciles inférieurs de ce que j'appelle la stratification sociale, voilà. Des cassos, des culs à deux chiffres, voilà. Je l'ai dit, j'en ai ras le cul. Et encore, j'ai pas pu dire tout ce que j'avais à dire non plus, parce que je pense qu'il faudrait que je fasse un direct de 5 heures carrément là-dessus, voilà. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés par ce débat, qui je sais pas moi, souhaitent en savoir un peu plus, parce que j'aurais pu en dire des choses sur la Yougo, sur Kouchner, sur les Serbes, sur le drame de Krajina, sur l'UCK, sur Yanukovych, sur la corruption du fils Biden, qui en plus maintenant est caché parce que maintenant il s'est planqué, il a ouvert une galerie d'art à Los Angeles en mode ça y est, on va lui laver les mains. Voilà, j'en ai marre de tout ça. Voilà, j'en ai marre, je vous le dis, ça me saoule. Donc voilà, si par exemple des gens seraient intéressés à en discuter avec moi sur un live YouTube ou que sais-je pour en faire une vidéo sérieuse, plus argumentée que celle-ci, etc., je suis ouvert, voilà. Donc invitez-moi si vous voulez, moi je viens, il n'y a pas de problème, on discute, et puis même si vous n'êtes pas d'accord, c'est même pas la question, mais qu'il y ait un débat, ou alors si vous êtes d'accord avec moi et que vous souhaitez un intervenant qui s'y connaît, qui a des arguments, invitez-moi et je viens faire mon speech et puis ensemble on se délègue de cette pression là et ça fait du bien de lâcher du lest et puis et on le fait ensemble. Voilà, je me devais de faire cette vidéo parce que trop c'est trop finalement. Donc voici ce podcast certes par moments virulent, mais tout de même, ça fait du bien. Donc je vous remercie pour vous qui avez suivi cette vidéo non prévue à la base au complet. On se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo dans les, prochains jours, mais ce sera, à mon avis, dans les prochaines semaines. Voilà, bonne soirée à vous.